Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Déception Meurtre à Hong Kong. C'est un jeu qui a été publié par la compagnie Grey Fox Games en 2014 et qui nous vient du concepteur Toby Ho. C'est un jeu qui se joue de 4 à 12 joueurs et qui dure environ 15 à 30 minutes. C'est un jeu de meurtre et mystère si on veut. Certains des joueurs vont être des enquêteurs qui vont enquêter sur un meurtre. Un joueur va être le scientifique qui va essayer de donner des indices sans parler aux enquêteurs pour trouver qui est le meurtrier. Et le meurtrier va être un des enquêteurs, donc un des joueurs va être le meurtrier. Lui, son but, ce sera de ne pas se faire découvrir s'il veut gagner la partie. Alors c'est vraiment un jeu d'équipe si on veut. On a le meurtrier d'un côté et on a les enquêteurs avec le scientifique de l'autre côté. Si on a assez de joueurs, on a même des rôles spéciaux comme un complice qui va pouvoir être avec le meurtrier dans son équipe. Et on peut même avoir aussi un témoin qui va connaître l'identité du meurtrier. Mais ça va rajouter une petite twist à la fin de la partie. Côté mécanique de jeu, c'est un jeu tout simplement de bluff et de déduction. Donc le meurtrier va évidemment essayer de mettre le blâme sur les autres joueurs pour garder son identité cachée et espérer se rendre jusqu'à la fin de la partie. Alors on peut mentir, on peut dire plein de choses pour essayer de détourner l'attention qui est sur nous. Chaque joueur va avoir des cartes en face de lui qui représentent des armes du crime et des pièces à conviction. Et avec les indices que le scientifique va nous donner, on va essayer de trouver ensemble qui est le meurtrier. Et on doit évidemment trouver la bonne arme du crime et la bonne pièce à conviction, en plus de trouver le meurtrier. Alors, jeu de bluff, déduction et un petit jeu qui joue aussi en équipe. Donc là, on pourrait classer ça dans les jeux de party là, parce que ça sera quand même jusqu'à 12 joueurs et ça joue quand même très rapidement. Alors, Déception Meurtre à Hong Kong, je vous montre comment ça se joue. On va aller pour un placement pour une partie à 5 joueurs. Premièrement, on va donner une carte de rôle cachée à chacun des joueurs pour savoir il est dans quelle équipe et quel rôle il doit faire. On aura un meurtrier parmi les 5 joueurs. On aura aussi un scientifique qui sera chargé de donner les indices. Et finalement, avec le scientifique, les autres joueurs seront tout simplement les enquêteurs qui vont essayer de trouver l'identité du meurtrier avec les indices qui vont leur être donnés. Si jamais on joue à 6 joueurs et plus, on peut inclure des rôles qui sont optionnels. On pourrait avoir un complice avec le meurtrier. Donc les deux connaîtraient l'identité du meurtrier, évidemment, connaîtraient aussi la combinaison là, gagnante là, pour l'arme et l'indice. Et on pourrait aussi avoir un témoin qui serait du côté des enquêteurs. Alors, le témoin va connaître l'identité du meurtrier, mais ne connaîtra pas l'arme et l'indice. Par contre, à la fin de la partie, si les enquêteurs gagnent et réussissent à trouver le meurtrier et son complice vont nommer un joueur qu'ils pensent être le témoin. Et s'ils devinent bien le témoin sera ensuite tué avant le procès. Alors, à ce moment-là, c'est le meurtrier et le complice qui vont l'emporter. Alors, deux petits rôles là, optionnels qui vont rajouter un petit peu de saveur aux parties à partir de 6 joueurs et plus. Une fois les rôles assignés, le joueur qui est le scientifique va tourner sa carte pour la montrer face visible à tout le monde. Les autres, le meurtrier et les enquêteurs vont garder leur carte cachée. Tous les autres qui ont encore un rôle caché vont ensuite prendre 4 cartes bleues qui représentent des armes du crime possible et 4 cartes brunes qui représentent des pièces à conviction qu'on a trouvées sur la scène du crime. Alors on a plein d'exemples. Ici on a une drill, une batte de baseball, des patins, un oreiller comme marbre et comme pièce à conviction du rouge à lèvres, un parapluie, une feuille et des bagages. Donc on a plein de cartes différentes dans le jeu. Vraiment un gros paquet de cartes là, pour les deux couleurs. Par la suite, chacun des joueurs va recevoir un badge, donc tous les joueurs encore une fois, sauf le scientifique. Le badge va vous permettre d'accuser quelqu'un lorsque vous avez assez de soupçons et que vous êtes certain que le meurtrier est cette personne-là et que vous savez aussi la combinaison de son arme et de sa pièce à conviction avant de l'accuser. Donc chaque joueur, s'il accuse, va perdre son badge par la suite. Et si les joueurs utilisent tous leurs badges, ben, ils ne pourront plus gagner à ce moment-là. C'est le meurtrier qui va l'emporter. Une fois que chaque joueur a reçu ses 4 cartes d'armes et ses 4 cartes de pièces à conviction, son badge, son rôle, on est enfin prêt à commencer la partie. Juste avant, on pourrait faire un tour de table pour permettre à chacun des joueurs de nommer les armes qu'il a devant lui et la même chose avec les pièces à conviction. Ça permet à tout le monde d'avoir une bonne idée de toutes les cartes qui sont en jeu pour la partie. Ça donne aussi au meurtrier, qui est ce joueur-ci, un petit temps de réflexion pour lui, pour savoir quelle arme il va choisir et quelle pièce à conviction il va choisir. Évidemment, il va essayer de prendre des armes et des pièces à conviction qui ressemblent un petit peu à ce que les autres ont pour pouvoir justement, pendant la partie, envoyer les soupçons vers les autres joueurs pour espérer se rendre à la fin sans être découvert.
La première phase de jeu est la phase du crime. C'est là que le meurtrier va choisir sa combinaison d'armes et de pièces à conviction. Le scientifique va un peu faire comme dans une partie de loup-garou. Il va demander à tous les joueurs de fermer les yeux et va demander ensuite au meurtrier d'ouvrir les yeux et de lui pointer une arme du crime et une pièce à conviction. Lorsque le scientifique les a vus, il peut faire un signe de tête au meurtrier. Peut ensuite enlever ses mains et il va ensuite refermer ses yeux. Et le scientifique va ensuite demander à tout le monde d'ouvrir les yeux et on va pouvoir débuter la partie. Donc le scientifique connaît l'identité de l'arme et l'identité de la pièce à conviction, mais il ne peut pas parler pendant la partie. Il va devoir donner les indices en utilisant les tuiles et ses marqueurs. Si jamais on a un complice dans la partie, si on joue à 6 joueurs et plus, le complice va ouvrir ses yeux en même temps que le meurtrier pour que les deux puissent se voir. Et si jamais on a un témoin, une fois que le meurtrier va avoir choisi son arme, va refermer ses yeux, on va demander au témoin d'ouvrir les yeux et on va lui pointer qui est le meurtrier tout simplement. Avant de commencer la deuxième phase de jeu qui est l'enquête, le scientifique va retourner la tuile mauve qui représente les informations sur la cause de la mort de la victime. Par la suite, il va piocher une tuile verte qui représente le lieu où a eu le crime. Et par la suite, il va prendre 4 tuiles brunes qui représentent d'autres informations supplémentaires qu'il va utiliser pour donner des indices aux enquêteurs, comme le métier de la victime, la condition du corps, l'identité de la victime ou bien l'impression générale du crime. Une fois son tableau de tuiles complet, on peut commencer la phase d'enquête. Cette phase-là va durer 3 rondes et à la fin des 3 rondes, la partie sera terminée. Et si on se rend à la fin de la partie, évidemment, le meurtrier va gagner car personne n'aura deviné son identité correctement avec la bonne combinaison d'armes et de pièces à conviction. Les marqueurs en forme de balle vont être utilisés par le scientifique pour donner des indices aux enquêteurs pour qu'ils trouvent le meurtrier. Le joueur scientifique va ensuite regarder ses tuiles et va placer un jeton par tuile, mais ne peut pas le déplacer une fois qu'il est placé sur une tuile. Alors on peut prendre le temps de bien y penser. Et c'est les seuls indices qu'il peut donner aux joueurs, c'est avec les marqueurs. On ne peut pas leur parler. Il peut seulement répondre par oui ou non si jamais quelqu'un fait une accusation tout simplement. Alors, on pourrait dire que le meurtre a lieu dans la cuisine, donc parce qu'on a une pièce à conviction qui est du vin rouge, alors peut-être que les joueurs vont faire le lien avec la cuisine. Par contre, on a un joueur qui a des œufs, alors peut-être que les soupçons vont s'en aller vers lui aussi, mais c'est quand même un bon indice pour deviner la pièce à conviction du meurtrier. Au moment où le premier jeton est placé, les joueurs peuvent commencer à discuter entre eux pour justement commencer à faire des éliminations, à regarder, bon, si le meurtre qu'il y a eu dans la cuisine, bon, quelle arme a un rapport dans une cuisine, qu'est-ce qu'on retrouve dans une cuisine, ah, il y a un joueur qui a un couteau et une fourchette, c'est peut-être lui le meurtrier, il y a des joueurs qui ont des aliments, tout ça, alors les joueurs commencent à discuter entre eux et à lancer un petit peu les accusations vers les autres joueurs. Pendant ce temps-là, le scientifique va continuer à placer des marqueurs sur les tuiles, il peut placer, par exemple, une blessure sévère comme cause de la mort, ce qui a quand même été tué avec une hache, et va continuer de placer les différents marqueurs sur les tuiles pour donner le plus d'indices possible. Une fois qu'un marqueur est placé, on se rappelle qu'on ne peut pas le déplacer, et lorsque tous les marqueurs vont être placés, on va arriver vers la fin de la première ronde. Avant de finir la première ronde, on va avoir ce qu'on appelle la phase de soupçon. Chacun des joueurs, en commençant par celui qui est à la gauche du scientifique, va donner ses soupçons. Bon, moi j'ai le soupçon de telle personne avec telle arme et telle pièce à conviction. Bon, chacun des joueurs va élaborer ses soupçons et ensuite ça va mettre fin à la première ronde de l'enquête. Au début de la deuxième ronde de l'enquête, le scientifique va défausser une de ses tuiles, généralement celle qu'il trouve la plus inutile, qui ne donne pas vraiment de bons indices là, pour deviner quoi que ce soit, l'arme ou la pièce à conviction, et va piocher la prochaine tuile et va ensuite aller placer son marqueur sur la tuile. Donc on pourrait dire qu'est-ce que les traces qui ont été trouvées sur la scène du crime, on pourrait dire qu'il y a eu du sang, parce que c'est quand même ça fait avec une hache, donc ça ferait du sens qu'il y a eu du sang par terre. Alors, c'est un indice qui est beaucoup plus valable dans ce cas-ci. Une fois que c'est fait, les joueurs peuvent avoir un petit temps pour discuter avant de refaire leur phase de soupçon encore une fois. Peut-être que le nouvel indice va avoir changé leur soupçon, ils vont peut-être diriger vers une autre personne. À tout moment pendant la partie, un joueur peut dire « J'arrête la partie et j'accuse ». Donc, il va utiliser son badge, il va donner son badge au scientifique, il va lui remettre.
Et à ce moment-là, va accuser un joueur. Donc j'accuse tel joueur et je dis qu'il a tué avec, je sais pas, la roche et sa pièce à conviction et la clé. À ce moment-là, le scientifique va tout simplement dire non. Si une des deux cartes n'est pas bonne ou si les deux cartes ne sont pas bonnes, il va dire non. Et la partie va reprendre. Ce joueur-là ne pourra plus faire d'accusation parce qu'il a perdu son badge. Alors, si tous les joueurs perdent leur badge, à ce moment-là, ils n'ont pas trouvé le meurtrier va gagner par défaut. On termine ensuite la deuxième ronde de l'enquête et ensuite on va faire la même chose avec la troisième ronde. On va aller tout simplement défausser une des tuiles d'indice pour la remplacer par une nouvelle. La durée du crime, on pourrait dire que ça a été instantané, parce qu'avec une hache, ça devrait être assez expéditif de faire un meurtre. Par la suite, on va ensuite continuer la petite discussion et on va ensuite faire les soupçons. Dès que les soupçons de la troisième ronde se terminent, la partie se termine automatiquement. Alors, il faut que les joueurs utilisent leur badge avant la fin de la partie. Si les enquêteurs devinent qui est le meurtrier avec la bonne combinaison d'armes et de pièces à conviction, ils vont gagner la partie. Si tous les enquêteurs utilisent leur badge et ne trouvent pas qui est le meurtrier va l'emporter. Si on arrive à la fin de la partie et que le meurtrier n'a pas été trouvé, il va gagner aussi. Si jamais on a un témoin dans la partie et que les enquêteurs réussissent à trouver le meurtrier, le meurtrier va pouvoir nommer un des joueurs qu'il croit être le témoin. Et si jamais il a raison, donc le témoin va aller se faire éliminer avant le procès, alors le meurtrier ne pourra pas être accusé et c'est lui qui va gagner la partie. Alors c'est délicat, quand on est le témoin, on sait qui est le meurtrier, mais il ne faut pas que ça paraisse trop évident, parce qu'à la fin de la partie, s'il nous nomme comme témoin, c'est lui qui va l'emporter. Et voilà. C'est comme ça qu'on joue au jeu Déception Meurtre à Hong Kong. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Déception Meurtre à Hong Kong? Si on regarde les composantes, les tuiles pour le scientifique sont vraiment de bonne qualité, très épaisses. Les jetons, les marqueurs qu'il utilise aussi en forme de balle, donc c'est très, très beau, ça ajoute un petit peu à la thématique la police, l'enquête. Les cartes sont correctes, là, de toute façon sont sur la table, on les manipule pas beaucoup. Donc ce qui est le fun, c'est qu'il y en a une grande quantité, donc beaucoup de cartes d'armes différentes, beaucoup de cartes d'indices, j'ai quand même joué beaucoup. Je pense qu'il y a encore des cartes qu'on n'a pas encore vues dans les parties, alors là, vraiment le chapeau d'avoir mis une bonne variété de cartes dans un jeu comme ça. Pour le côté artistique, les dessins sur les cartes de rôle, c'est très beau, très bien fait. Donc ça nous met vraiment dans l'ambiance d'un petit jeu de meurtre et mystère aussi, là, la thématique de police et tout ça est d'enquête. Pour la complexité du jeu, c'est un jeu qui est vraiment très simple à apprendre, donc peu de règles, genre je pense 4 pages d'instructions, alors c'est vraiment simple à apprendre, à se mettre à jouer rapidement. C'est un jeu qui se place en 2 minutes, on est prêt à jouer, puis ça prend 2 minutes l'expliquer. Alors on peut tout de suite commencer à jouer des parties, les parties sont très rapides. La plupart du temps, j'ai joué à 6 joueurs, puis les parties durent environ 15 minutes. Là, ça nous permet généralement, c'est un genre de jeu que tu vas jouer 2, 3, 4, 5 parties d'affilée, parce que justement, tout le monde veut essayer de faire le scientifique, de voir comment on se sent de l'autre côté, celui qui donne les indices, comment c'est. Alors ça nous permet de faire ça, donc vraiment le fun de jouer vraiment plusieurs parties, là, une à la suite de l'autre. Pour le nombre de joueurs, comme je viens de dire, j'ai joué généralement à 6, je trouve que c'est vraiment un bon nombre pour ce jeu-là. Si on joue à 4, il n'y a pas beaucoup de cartes sur la table, on est juste 3 avec des cartes sur la table, puis pour trouver le meurtrier, j'ai une chance sur 2 si c'est pas moi. Alors à ce moment-là, c'est un peu plus dur pour le meurtrier de se cacher, il y a moins de chances que les autres aient des cartes justement qui ont des liens avec les siennes, avec ceux qu'il va choisir pour envoyer les soupçons sur les autres joueurs. À partir de 6, on commence quand même à avoir 5 joueurs qui ont des cartes, alors là, c'est beaucoup plus facile de se mélanger et tout ça, donc vraiment bien. J'ai pas joué en haut de 6 malheureusement. Le jeu sera quand même jusqu'à 12, qui est vraiment énorme. C'est sûr qu'une partie à 12, ça va être plus des parties qui vont durer une demi-heure, ça va être un petit peu plus chaotique, mais je pense que ça va quand même bien se faire, là, des parties là, à des nombres de joueurs élevés. Pour moi, le 6 joueurs, là, c'est vraiment parfait. D'après moi, entre 6 à 8, là, c'est vraiment le sweet spot pour ce jeu-là. Un bon jeu de party.
Pour ensuite la rejouabilité, comme j'ai parlé tantôt, il y a vraiment beaucoup de cartes d'indices, vraiment beaucoup de cartes. Alors, on peut jouer pendant une soirée de temps, puis si on met pas les cartes dans le paquet, on en prend des différentes à chacune des parties. Alors, on va vraiment avoir beaucoup de variété. Donc, vraiment le fun là, pour la rejouabilité. Les 2 rôles optionnels qu'on peut ajouter aussi, qui sont le témoin et le complice, donc qui rajoutent un peu de saveur dans une partie qui peut être le fun. Une fois qu'on en a joué 1 ou 2, qu'on sait comment ça marche, ben on peut rajouter ça, puis ça change la partie un petit peu. Quand on est plus expérimenté aussi, on a des tuiles spéciales aussi qu'on peut ajouter dans le paquet de tuiles que le scientifique va piocher. Donc quand il va piocher une tuile spéciale, il va tout simplement lire ce qui est écrit dessus et faire l'effet de la tuile. Ça peut être des tuiles qui vont lui permettre d'aller changer son marqueur de place. Ça peut être qui va aller permettre de changer 2 tuiles d'un coup ou qui va permettre au joueur de retourner une carte sur la table. Alors ça va diminuer. Donc tout plein de petits effets là, qui vont justement rajouter un petit peu d'imprévisibilité dans le jeu. Alors, c'est des variantes qu'on peut faire. Si on trouve que le jeu est trop difficile, ben on peut jouer à seulement 3 cartes de chaque catégorie devant nous. Le contraire, si on trouve que le jeu est trop facile, on peut aller jusqu'à 5 cartes devant nous. Alors, on va avoir encore plus d'options à ce moment-là. Justement, si on joue à moins de joueurs, ben, il serait peut-être bon de mettre plus de cartes sur la table, justement, pour donner un petit peu plus d'options là, pour le meurtrier, là, pour qu'il puisse prendre des objets là, qui ressemblent un peu à ceux des autres. On a vraiment un feeling de jouer à loup-garou un peu quand on joue à ce jeu-là. Le fait qu'il y a un meurtrier, on accuse les autres, on fait du bluff et tout ça. On a aussi le feeling de jouer à Mysterium. Celui qui fait le scientifique, ça ressemble vraiment là, au fantôme dans Mysterium, ne peut pas donner d'indices en parlant, mais seulement en plaçant là, ses marqueurs sur les tuiles, un peu comme le fantôme dans Mysterium qui donne des visions. Alors pour moi, c'est vraiment un mash-up de Mysterium et de loup-garou. Par contre, je pense que son gros avantage, c'est que personne n'est éliminé en cours de partie comparativement à Loup-Garou. Tout le monde va jouer la partie au complet. Et beaucoup plus rapide que Loup-Garou, beaucoup plus rapide que Mysterium aussi à installer, à placer et à jouer. Alors vraiment, là, une belle réussite, là, ce jeu-là. Mon appréciation de Déception au meurtre à Hong Kong, je vais lui donner la note de B+. Un très bon jeu de bluff, de déduction, très bon jeu de party qui se rend vraiment beaucoup de joueurs et qui joue rapidement, qui se place et qui s'apprend aussi rapidement. Vraiment le fun, toutes les fois qu'on l'a sorti, là, on a vraiment eu du plaisir. C'est le genre de jeu justement qu'on a des mémoires qui vont nous rester, là, des parties. Ah, tu te souviens-tu quand j'étais le meurtrier, puis j'avais telle affaire, puis là on pensait que c'était toi. Alors, c'est bon signe, c'est des bonnes expériences de jeu si on s'en souvient et qu'on en parle longtemps. C'est signe d'un très bon jeu, le jeu Déception Meurtre à Hong Kong. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et continuez de gamer.